Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier, faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour cet épisode, comme pour toute la série, la saison sur le leadership et l'authenticité, j'ai le plaisir d'avoir comme partenaire UKG. UKG, c'est un éditeur de solutions de gestion des temps, de planification, de solutions RH, qui aide plus de 80 000 organisations à travers le monde, tous secteurs confondus. La mission d'UKG, c'est de simplifier les processus au sein de l'organisation pour améliorer l'expérience collaborateur, l'engagement et les performances. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont souhaité être partenaires de cette saison du podcast sur le leadership ? Bien parce que quand on libère les équipes des tâches chronophages et rébarbatives, on permet à tous d'être plus créatifs et de dégager de l'espace mental, de l'espace-temps pour travailler sa posture de leader. Parce que oui, vous l'avez compris si vous avez écouté le premier épisode, le leadership, ça n'a rien à voir avec la hiérarchie, ça concerne tout le monde dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, pour donc le deuxième épisode de cette saison, j'ai le plaisir d'avoir une invitée lumineuse. Oui, il y a des personnes qui rayonnent en permanence. Elles vous donnent envie de les suivre. Elles réveillent le meilleur chez vous. Et lorsqu'elles s'adressent à vous, qui vous sentiez si petit ou si petite vis-à-vis d'elles, elles vous donnent le sentiment d'être une personne importante à leurs yeux. Je pourrais dire cela de nombre de mes invités sur le podcast, et tout particulièrement sur cette saison. Plusieurs d'entre eux et d'entre elles m'ont fait le plus beau des cadeaux à l'issue de nos interviews. Un feedback dont je me souviendrai longtemps. Mais c'est à l'occasion de la diffusion de l'interview de Catherine Testa, aujourd'hui, que j'ai eu envie de vous le partager. Catherine a créé l'optimisme.com, et lorsqu'on sait, comme le disait Gérald Carsanti la semaine dernière, que l'optimisme est une qualité majeure du leader, on comprend pourquoi elle en est une grande. Je crois que le plus fort dans son leadership, c'est encore son authenticité. Et lorsqu'elle me dit qu'elle est une terrible manager car elle a un souci de gestion du temps, je me dis que c'est définitivement une très grande leader. En attendant, je vous propose de l'écouter nous parler d'authenticité, de vulnérabilité et de pourquoi c'est fondamental dans le leadership. Bonne écoute! Bonjour Catherine. Bonjour Delphine. Merci d'être là avec moi aujourd'hui pour explorer le sujet de l'authenticité. Donc je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur parmi tes nombreux travaux et j'aurais voulu que tu nous en parles avec toi. Et pour commencer, j'aurais voulu que tu me donnes ta définition de l'authenticité. Alors, je vais commencer par la définition du Larousse, peut-être, qui est caractère de ce qui est authentique, en fait, c'est la véracité, c'est la sincérité des sentiments. Pour moi, je suis assez en phase avec cette définition. Pour moi, l'authenticité, c'est une forme notamment de congruence entre ce qu'on est, ce qu'on exprime et ce qu'on fait et ce qu'on ressent, en fait. Pour moi, l'authenticité a beaucoup de rapport, en fait, avec la congruence. Ah, et l'alignement, en fait, entre... Exactement. C'est pas toujours facile à garder, ça. Alors, c'est pas facile parce que déjà, il faut être authentique avec soi-même. Déjà, combien est-ce qu'on est à se mentir sur ses propres envies parce qu'on est conditionné par son entourage, par ses parents, par ses amis et autres. Et donc, pour être authentique, déjà, ça commence par se connaître in fine. Et comment on fait pour se connaître ? Waouh. Je pense que c'est le parcours d'une vie. Déjà, j'espère que si sur notre lit de mort, on se dit « Ah, j'ai appris à me connaître », bon, c'est déjà chouette. Avant tout, c'est déjà de s'explorer, de prendre du temps pour le faire. On est dans une société très pressée où parfois on oublie de se poser les réelles questions parce que les réponses font parfois peur. Parce que se connaître, c'est parfois se dire « Ah, mais je suis pas du tout dans mon axe professionnel ou dans mon axe personnel, dans mon axe de vie ». Du coup, pour moi, pour se connaître, il faut être accompagné. Alors, on choisit un type d'accompagnement, coach, psychiatre, psychologue,
psychologues, amis, soutien, groupes, parfois, tu sais, des groupes de dirigeants, des groupes de managers. En fait, il y a 1000 façons de se connaître. Par contre, ça demande toujours quelque chose. C'est du temps, en fait. Et surtout du temps long. On est dans une société très pressée. On se dit, je voudrais avoir les réponses rapides. La réalité, c'est le parcours d'une vie de se connaître. Et déjà, si on prend 2-3 ans pour mieux identifier ce qu'on a envie de faire, c'est déjà pas mal. Ouais. Puis c'est accepter ses parts d'ombre aussi, parce que... C'est, se connaître, c'est aussi faire face à soi-même, se rendre compte qu'on n'est pas aussi parfait qu'on a l'impression d'être, en fait, et c'est accepter aussi à la fois ses imperfections, les imperfections des autres, et parfois aussi le changement. Parce que souvent, quand on apprend à se connaître, on se rend compte qu'on a peut-être des réajustements à faire au fil de l'eau. Ouais, exactement. Et c'est vrai, tu as raison, la patience. Mais aussi, j'ai envie de dire, mesurer son avancée, c'est-à-dire, pour être patient, c'est être aussi bienveillant avec soi-même en se disant finalement je commence à mieux me connaître, j'avance. Et l'idée, et comme tu sais, c'est le parcours d'une vie. Tu parlais de 2 ans, mais en fait on se découvre encore 20 ans après. Donc voilà, c'est quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, être authentique pour toi, c'est quelque chose d'essentiel ? Parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de la qualité de vie au travail, et à chaque fois on me demandait comment on est heureux au travail. Et on cherchait des éléments extérieurs, tu sais, par le fait que l'entreprise te reconnaisse, que tes collègues te reconnaissent, qu'on te reconnaisse financièrement ou même socialement d'ailleurs, qu'on te offre une bonne qualité des bureaux, etc., etc. Et je me disais, en fait, on a complètement oublié, là on est en train de penser au macro, on a complètement oublié le micro, à savoir la personne. Et une personne ne peut pas se sentir bien, même si l'entreprise est incroyable, si elle n'est pas à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Et moi j'ai vraiment ce leitmotiv en permanence de me poser la question et d'inviter d'ailleurs tous les auditeurs à se poser la question, est-ce que vous êtes au bon endroit, au bon moment, dans la bonne entreprise, avec la bonne personne, etc. Oui. Et c'est pas facile non plus ça, de trouver sa place, de définir sa bonne place. C'est pas facile et en plus c'est mouvant. C'est-à-dire que c'est pas parce que quand t'avais 20 ans, t'avais envie de travailler dans un type de structure que t'as envie d'y travailler à 40 ans, que t'as envie d'y travailler à 50 ans. Tu avances en fait, tu te découvres des causes, tu te découvres des passions. Honnêtement, c'est normal, en fait, d'avoir des changements au fil de l'eau, mais c'est pour ça que l'authenticité, c'est, in fine, se poser régulièrement cette question. Est-ce que là, moi je parlais de congruence tout à l'heure, mais est-ce que là, je suis en phase avec ce que je suis en train de faire, ce que j'éprouve réellement, si je m'enlève, en fait, un peu, tu sais, tous ces freins qu'on se met naturellement parce qu'on a besoin de gagner un salaire, ce qui est normal, besoin d'avoir une vie sociale et un regard, au fait, des autres, d'avoir quelque chose de parfois un peu normé, etc., etc. Bon, sachant qu'authenticité veut pas dire sans filtre non plus. Pas du tout, parce que c'est un peu comme la liberté des uns s'arrête, tu sais, au moment où on commence celle des autres. Voilà, où tu empiètes sur les autres. Non, l'authenticité, c'est pas arriver en se disant, aujourd'hui, je vais danser rock'n'roll sur mon bureau, par exemple. On est d'accord. Mais c'est la juste mesure parce que je crois qu'on est très nombreux, en fait, avant d'arriver à ce pas-là. Déjà, déjà, tout le monde a envie de danser le rock'n'roll sur son bureau. Il y a quand même plein d'étapes je me suis niée, en fait. On nous a pas appris à se connaître, en fait, tu vois. Et l'authenticité, pour moi, ça vient chercher ça. À quel moment j'apprends à me connaître, tu vois. Tu fais des grandes séries, notamment sur le leadership. Ça commence par se connaître soi-même, en fait. Exactement. Mais du coup, quel lien tu ferais d'ailleurs entre authenticité et leadership ? Pour moi, il y a un lien, c'est la confiance, en fait, qu'on va donner aux autres, dans la mesure où c'est un peu la différence entre le pouvoir et la puissance. C'est-à-dire que le pouvoir, tu l'acquiers, en fait. Tu vois, tu peux l'acquérir parce que tu as monté les échelons dans une entreprise, parce que tu as fait du politiquement correct, tu vois. Enfin, il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui sont très corporelles, qui arrivent à monter les échelons parce qu'ils se conforment à une forme de normes et de moules. Le leadership, pour moi, ça vient plus chercher la puissance. C'est les autres qui te la donnent, en fait. Le leadership, c'est les autres qui viennent finalement aussi valider ça. Parce que tu l'incarnes et parce que, in fine, tu offres une forme de confiance, de réassurance, j'imagine, aux autres parce qu'ils croient en qui tu es et qu'on a besoin aujourd'hui de figures, en fait, qui nous inspirent. Enfin, tu sais, cette fameuse question, alors qui c'est qui t'inspire au quotidien, qu'on pose très souvent, en fait. Bien évidemment. Pour avoir des modèles, des références, parce qu'on manque parfois aussi un peu de modèles et de références, tu vois. Enfin. Et c'est pas si facile à trouver. Pas du tout. Moi, on m'a très longtemps demandé qui étaient tes figures de référence. Alors, j'en avais trouvé une et je me rappelle même plus. Parce que j'avais que des figures masculines dans mes, dans mes références et je me disais, zut, j'ai pas de figure féminine et j'ai eu beaucoup de mal à en trouver. Donc maintenant, j'ai Raphaël Duchemin notamment qui était sur Europe 1, qui avait fondé l'émission La France Bouge notamment. Mais j'ai eu beaucoup de mal à chercher justement des figures de référence, des vrais leaders en fait. Ouais, en tout cas pour qu'ils le sont pour moi, oui, bien sûr. Pour moi, et mon leader à moi sera différent de ton leader à toi, sera différent du leader des auditeurs.
Complètement. Chez chacun, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important, mais pas forcément évident. Donc, on faisait le lien entre authenticité et leadership. Tu expliquais l'importance justement que le leadership, c'est quelque chose que les autres, c'est la puissance que les autres nous donnent. Mais donc quelque part, il faut l'autoriser. Il faut le libérer. Donc le lien pour moi avec l'authenticité, c'est le fait que être soi ouvre cette possibilité, parce qu'en fait les gens ne suivent pas des machines, ou alors si, ils peuvent suivre des gens de pouvoir s'ils cherchent le pouvoir, mais c'est quand même une minorité. Donc pour qu'ils aient envie de suivre, il faut qu'ils comprennent qui on est, à quoi on croit, comment on veut agir, comment... Et exactement, il faut s'autoriser. Tu parlais de cette notion d'autorisation. Moi, par exemple, au démarrage, je viens d'un domaine très scientifique. Donc, chimie physique à la base. Moi, tous mes potes sont ingénieurs en environnement. Quand j'ai commencé à leur parler d'optimisme au tout démarrage, d'authenticité, tu sais, ils t'ont regardé avec un œil froncé en se disant, bon, elle doit faire sa crise, tu sais, trentaine, quarantaine, cinquantaine, en fonction de là où t'es. Quand tu commences un peu à réfléchir de façon différente, on te dit ça. Et j'ai eu beaucoup de mal à oser en parler, tu vois, parce que je me disais, est-ce que je vais pas paraître un peu naïve, tu vois, l'authenticité, c'est pas aussi factuel que des équations chimiques environnementales. Complètement. J'ai eu du mal à en parler, j'ai eu du mal à m'ouvrir. Je me suis d'abord ouverte sur LinkedIn et tu vois, dans le fait d'incarner les choses, tout d'un coup, j'ai parlé de choses un peu différentes sur LinkedIn qui n'étaient pas de mes vacances et de mon chat, très clairement, mais qui étaient de questions sociétales, en fait. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a d'autres personnes avec qui ça résonnait. Pour moi, dans l'authenticité, il y a une forme de résonance, en fait. On trouve son groupe, en fait. On se dit, mais je suis pas la seule à penser ça. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien, notamment de lire, en fait. Tout à l'heure, on réfléchissait comment est-ce qu'on se découvre, aussi par la lecture, je pense que c'est fondamental. Ouais. Et donc, je me suis dit, en lisant des livres, on me disait, je suis pas la seule à penser ça, en fait. Parce que quand t'es dans un système, tu sais, c'est un peu comme quand tu es dans un aquarium. Tu te rends pas forcément compte que l'eau elle est polluée et qu'elle te convient pas parce que tu ne vois que ton référentiel. Et tu te rends compte, par exemple, que c'est en sortant de Paris, quand tu arrives en Normandie, tu fais une grande respiration d'air, tu te rends compte que l'air était pollué. Et tu vois, c'est un peu ça pour moi, quand on est dans son référentiel, on voit pas forcément ce qu'il y a au-delà du référentiel. Et le fait de commencer à être de plus en plus soi, on rencontre de plus en plus de personnes qui sont alignées avec qui on est. Alors je dis pas qu'il faut faire des bulles de gens qui se ressemblent, et très loin de là, mais pour toutes les personnes qui se sentent isolées parce qu'elles n'osent pas exprimer qui elles sont réellement, parce qu'elles se sentent un peu perchées, un peu décalées, moins linéaires, quand on a une pensée un peu en arborescence, tu vois, tout ça, où on peut s'en vouloir, on peut se trouver être le mouton noir, tu vois, d'un troupeau. Tout d'un coup, on rencontre d'autres personnes qui sont comme nous, et ça fait énormément de bien. En fait, pour moi, il y a cette notion d'authenticité qui revient avec une forme de bien-être, on se sent bien. Et c'est pour ça que dans le monde de l'entreprise, pour moi, c'était une grande oubliée, l'authenticité. Je voudrais rebondir sur deux choses que tu as dit. La première, tu as parlé de la lecture, et je pense que donc on pouvait penser ouvrage de développement personnel ou livre de leadership, mais aussi roman. Je trouve que dans les romans, on trouve, et j'avais trouvé une fois une femme qui sur internet, j'ai jamais retrouvé, avait mis un service où elle proposait des romans adaptés aux réflexions que vous voulez aller avoir. Et c'est quelque chose que je fais souvent l'été, c'est-à-dire que j'essaie de choisir mes romans, je me dis où est-ce que t'en es, qu'est-ce que t'as besoin de faire bouger, et je choisis mes romans parce que j'ai envie de lire plus des romans, je lis d'autres ouvrages aussi, et je trouve que c'est assez impressionnant parce que c'est des choses dont on se rend même pas toujours compte, mais a posteriori c'est fabuleux. Ouais, j'avais vu une étude, alors je saurais pas te la reciter, qui expliquait comment est-ce qu'on apprend l'empathie aux enfants. Et en fait, ils avaient expliqué que c'était par l'art. Ouais, mais parce que tu ressens une émotion et le roman te permet l'imaginaire, qu'effectivement les bouquins très classiques, leadership, management sont hyper intéressants en soi. Bien sûr. Mais c'est couplé. Moi je crois beaucoup aussi en l'art en fait. Ouais. L'art pour passer des messages. J'adore aller à des expos et voir tous les messages cachés de l'artiste en fait. Et ça je m'en étais pas rendu compte il y a encore 20 ans. Enfin quand t'es jeune, tu te fais pas mal d'expos. J'avais pas compris. Maintenant je vais voir avec un autre regard et je me rends compte de tous les messages subtils. Oui, et alors par rapport à ça, tu vois, tu parles d'authenticité. Moi, j'ai besoin d'aller voir des œuvres d'art. Mais maintenant, je ne me force plus à aller voir ce qui ne m'attire pas. C'est-à-dire qu'en fait, autrefois, j'allais voir des expos parce qu'il y avait l'expo machin, l'expo truc. Maintenant, je sais exactement et j'y vais à l'impulsion. Ouais. D'ailleurs, j'adore aussi faire les galeries. On est à Paris, on a la chance d'en avoir des tonnes pour justement pousser la porte et poser des questions sur un artiste quand tout d'un coup il y a quelque chose. Parce que effectivement, ça résonne en moi, ça m'apporte plein de choses. Voilà. Donc ça, c'était la première chose sur laquelle je voulais revenir. Et la deuxième, c'était en fait
dans mon métier, je rencontre et j'accompagne beaucoup de managers qui sont plutôt moi ce que j'appellerais des bons managers, c'est-à-dire qui ont vraiment les bons basiques, il n'y a pas de problématique, mais qui veulent passer l'étape d'après. Et justement, pour passer l'étape d'après, ils se rendent compte qu'il faut qu'ils s'autorisent plus à être eux-mêmes, quelle que soit l'organisation dans laquelle ils sont. Ouais. Parce qu'en fait, il y a toujours la place pour être soi-même, dans le respect, comme on a dit, de la liberté de l'autre, dans le respect des règles dans lesquelles et du cadre dans lequel on évolue. Et je trouve ça assez chouette. Et ce que je trouve assez chouette aussi, c'est que c'est une tendance qui se répand. Et je suis assez optimiste sur le sujet, parce qu'on voit des leaders, je sais pas si tu as lu le livre du Bergely sur une entreprise de cœur, mais il explique, donc c'est un patron français aux US, c'est un des plus grands patrons des US qui a repris Best Buy il y a quelques temps, donc le Fnac Darty local, et qui l'a fait, qui l'a sorti d'une mauvaise passe. Et en fait, il explique combien il a réalisé que il était dans le pouvoir et pas dans la puissance, si je reprends tes termes tout à l'heure. Et il en parle, et il a fait ça tard. Et il y en a de plus en plus de dirigeants comme ça. Et du coup, je trouve ça important. Tu parlais de rôle modèle. Je trouve qu'on a besoin de montrer aussi que c'est pas parce qu'on s'est pas toujours autorisé à être authentique qu'on peut pas le faire. Et que c'est pas grave, en fait. Exactement. Et c'est très rassurant quand on voit justement des leaders en parler, donc Gérald Kersenti notamment, que tu as déjà interviewé, Pascal Desmurger, moi aussi je pense beaucoup à Marc Vossen, qui a été un grand exemple pour moi, qui est le dirigeant, ex-dirigeant de Chéri, Nostalgie, qui est le plus grand groupe radio en Belgique, qui n'a pas hésité à expliquer qu'il dirigeait avec le cœur, en fait. Tu vois, c'était des mots qui étaient un peu tabous autrefois. Faut pas qu'on tombe dans l'injonction, parce que pour être comme ça, c'est des personnes qui ont déjà réfléchi à leur parcours, tu vois, qui ont réfléchi à qui ils vont être. Quand tu me disais que tu allais voir une expo qui t'intéressait, moi j'ai longtemps culpabilisé de dire aux gens que je voulais pas aller voir des films qui finissaient mal. Parce que moi, je préfère les comédies romantiques. Mais c'est intellectuellement, ça fait pas noble de dire que t'aimes les comédies romantiques. Mais la réalité, c'est que je trouve parfois que le monde est déjà assez difficile. Moi, j'emprunte très facilement les émotions. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi, in fine, de sortir d'un film. Donc, je me suis dit, je veux plus aller voir ça. Je veux pas aller voir une expo où les tableaux sont sinistres, en fait. Ça m'envoie trop d'émotions. Mais c'est très difficile à dire ça, en fait. C'est drôle parce que je regardais récemment une série qu'on m'avait recommandée et je l'ai arrêtée parce que j'ai trouvé qu'elle faisait de moi une mauvaise personne. Ah. Elle jouait sur mes réactions. Ah ouais, tu vois. En fait, il faut faire vraiment attention à ce qu'on se met. Voilà, on va, tu vois, même à ce qu'on se met dans la tête, en fait, à ce qu'on entend, à ce à quoi on s'expose. Ouais. C'est très... Les films, en fait, sont le meilleur placement publicitaire. T'es dans le noir, t'as une forte musique, tu vois une montre qui apparaît. Les meilleurs placements publicitaires, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est dans le décor des films aujourd'hui. De fait, c'est aussi être vigilant. Tu vois, l'authenticité, on en parlait, pour moi, c'est être vigilant à ses émotions. C'est quand je vais voir quelqu'un, quand je vais voir un groupe d'amis, de groupes de potes, est-ce que je ressors de la soirée épuisée, lessivée, ou est-ce que je ressors avec plus de joie ? Et l'authenticité avec soi-même, c'est de se dire, mais la réalité, c'est que j'aurais préféré lire et bouquiner. Alors, je dis pas qu'il faut, qu'il faut enlever tous ses potes pour être tout seul. Mais que ce groupe-là, peut-être, n'est pas un groupe qui me tient, ou ce pas les personnes qui me tirent vers le haut. Parce que ça peut revenir, parce que souvent on culpabilise quand c'est tes meilleurs potes où tu te dis mais j'ai passé une soirée, je me suis posé la question de qu'est-ce que je faisais là, en fait. C'est très difficile, mais c'est aussi difficile avec des collègues qu'on a depuis 20 ans en se disant mais est-ce que se câbler sur ses émotions, on n'a tellement pas appris à les écouter, mais quand on est gamin, tu sais, tu tombes, t'as envie de pleurer, t'as ton parent qui te ramasse en te disant non, t'as pas mal. Donc tu vois, très tôt finalement, on inhibe assez facilement nos émotions, c'est mal vu de vivre des trop bas. Et donc l'authenticité, c'est un vrai travail, un vrai sujet, mais quand tu parles de leadership, on apprécie quelqu'un avec ses failles aussi, et il se rend... Tu vois, les artistes, ils ont pas peur de dire qu'ils consultent des thérapistes, tu vois, comment on dit en France, qui sont suivis, en fait. En France, on a l'impression que c'est une vulnérabilité. Moi, un leader qui me dit qu'il est suivi par un coach, par peu importe, par un psy ou autre, je me dis, quelle force, en fait, quelle force il a de le dire. Et plus on exprime qui on est, plus on donne aux autres l'autorisation de le faire. Et du coup, tu parles de vulnérabilité. Justement, je pense que c'est quelque chose d'important dans le leadership aussi. Alors, c'est pareil, dans
dans un certain respect Bien des sûr. choses, etc. Comment est-ce que tu le vois, toi, lié au leadership? T'en parlais un petit peu. Est-ce que tu peux... En fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que plus les gens n'avaient rien à perdre, plus ils osaient dire qui ils étaient. C'est-à-dire que tu regardes Stromae qui dit qu'il a fait une dépression sur un plateau TV en plein JT, t'as plein de gens qui n'osent pas le dire, en fait, tu vois. Et donc, j'ai compris, en fait, qu'in fine, on commence à accepter sa part de vulnérabilité, à la dire aux autres, à partir du moment où on n'a pas peur, en fait, d'être dégradé dans le regard de l'autre. Donc, c'est à partir du moment où on a confiance en soi, où on se dit que finalement, moi, je me suis toujours dit, la vie, elle est pas linéaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais ça, demain, je ferai peut-être autre chose et je suis tout à fait OK. Et de toute façon, quoi que je fasse, j'ai des vulnérabilités. On est tous imparfaits et imparfaites. Et ça, c'est... Tu sais, quand tu mets certaines personnes, moi j'avais tendance à mettre tout le monde sur un piédestal. Je trouve, quelqu'un fait quelque chose, je le trouve incroyable, c'est ma nature, je le mets sur un piédestal et on peut se sentir un peu moins bien en se disant attends, moi je vais moins vite qu'eux, moi je suis plus imparfaite, je suis plus, je sais pas, bordélique, je mets plus de temps à écrire un bouquin, peu importe. Et en fait, finalement, quoi qu'on fasse, de toute façon, les autres projetteront quelque chose de différent de qui on est. Donc autant accepter qui on est dans son entièreté, ses vulnérabilités, disons-les de toute façon, parce que souvent on a peur de dire bah moi je suis ça, alors j'ai peur de pas avoir mon augmentation, j'ai peur que des collègues néfastes en profitent pour appuyer sur mon point de faiblesse, tu sais un peu, parfois dans certaines entreprises, faut le dire, c'est ça se passe. Mais la réalité, quoi qu'il advienne, les autres, ceux qui veulent... Ils le détectent et ils le font. Ils le feront en fait. Donc autant, pour moi, la meilleure façon d'assumer finalement une vulnérabilité, tu vois, moi j'ai un trouble de l'attention par exemple, c'est de la dire en fait. À partir du moment où tu l'as dit, bon bah oui, c'est vrai que j'ai un trouble de l'attention, ça fait que je suis pas forcément linéaire dans ce que je fais, et c'est ok en fait. Ouais, et ça passe mieux comme ça. Et par contre, effectivement, accepter que la prise de conscience de tout ça, que l'avancée sur ces choses-là prenne du temps, et c'est ok, quoi, c'est pas un problème. Et c'est une déconstruction de tout ce qu'on nous a appris pendant des années. Tout à fait. Mais alors, si on revient justement au sujet de l'authenticité, comment est-ce qu'on peut faire pour lui laisser de la place pour soi et pour les autres ? Alors déjà, l'exprimer, pour moi, c'est plus on s'exprime soi-même, plus on laisse la part aux autres d'expression de leur propre authenticité. Donc ça va être sur les réseaux sociaux, ça va être sur soi-même, ne pas avoir peur de dire qu'on consulte un psy, de ne pas avoir peur de donner ses vulnérabilités, de ne pas avoir peur d'être très honnête avec soi-même. Moi, toi, ton sujet, c'est le management. Moi, je suis nulle en management. J'ai pu avoir lu un paquet de bouquins. C'est pas mon truc. Naturellement, c'est pas mon truc parce que j'ai un problème avec le temps. Trouble de l'attention, problème avec le temps, gérer des gens dans le temps, impossible pour moi. Donc tu vois, d'être ok avec ça, de l'exprimer aux autres en leur disant, moi je l'ai dit à mes équipes, je serai toujours mauvaise en fait là-dessus, je peux m'améliorer mais je serai jamais comme un leader, tu vois, de ces leaders qui arrivent à motiver leurs troupes, à faire des retours, des feedbacks, c'est pas dans ma personnalité, je peux le faire parce que je sais que c'est important, mais je suis pas la meilleure pour ça. Donc il y a l'expression et aussi remettre de l'humilité en fait. Moi, ce qui m'a fait beaucoup... J'étais très critique. De nature, tu vois, au démarrage, j'étais très critique sur les coachs, j'étais très critique sur plein de sujets, sur pas mal de managers, sur pas mal de systèmes. Et j'ai remis beaucoup d'eau dans mon vin en lisant des livres sur les biais cognitifs. Donc les biais cognitifs, c'est les erreurs naturelles de jugement qu'on va faire. C'est-à-dire, c'est par exemple, on va avoir un biais de confirmation. Quand il va y avoir plein d'informations, on va choisir celle qui va dans notre sens et on va lui donner plus de poids. Ou on va avoir un biais de les personnes qui nous ressemblent, on va avoir plus d'empathie envers elles. Et plus on connaît ses propres erreurs de cerveau, en fait, plus finalement on se rend compte qu'on n'est pas forcément très brillant, qu'on est le fruit de molécules chimiques, de toutes ces molécules qu'on va chercher, la sérotonine, l'endorphine, l'ocytosine et autres, mais aussi qu'on est le fruit de biais parce que on n'arrive pas à les déconstruire. On sait qu'on va le faire, pourtant, on n'arrive pas à les déconstruire. Donc moi, ça m'a fait beaucoup de bien de lire sur les biais cognitifs en me disant, mais l'autre, il en est peut-être à un autre moment de sa vie. Son référentiel n'est pas le même que le mien. Parce que moi, tu vois cette métaphore que je te faisais tout à l'heure avec l'aquarium et l'air, en fait, finalement, comprendre que le référentiel de l'autre n'est pas notre référentiel, c'est hyper important. Moi, je me rappelle un jour avoir déplacé une plante verte sur le bureau d'une personne de mon équipe. Ça avait été un drame et j'avais pas compris. Vraiment, je n'avais pas compris, en fait, le drame là-dedans. Et c'est 10 ans plus tard que je me suis dit, en fait, son référentiel était différent du mien. Pour moi, c'était juste un caprice, en fait. Et donc, de se rendre compte de nos propres biais,
c'est intéressant, mais plus on se connaît, plus on est capable de comprendre ses propres biais, mais il faut aussi lire de la littérature sur les biais cognitifs. Oui, comprendre mécaniquement comment ça se passe et qu'est-ce qui... Exactement. Qu'est-ce qui joue en fait dans nos réflexions? Pourquoi est-ce qu'on porte des jugements? Moi, et j'ai beaucoup de gratitude pour toutes ces personnes qui m'ont vu arriver sur le sujet, notamment de l'optimisme il y a 10 ans. Moi, j'étais relativement naïve encore à l'époque, et qui m'ont regardé avec un regard en se disant... Ils se sont pas dit, tu sais, il y a l'effet Dunning-Kruger, tu sais, quand tu viens d'arriver sur un sujet, tu te crois hyper brillant. Voilà. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, on a un biais de surconfiance pour le coup, à un moment donné. Exactement. On a l'impression qu'on est au top sur le sujet. Et qu'on connaît tout, et après c'est la vallée de l'ignorance, parce que finalement, plus on apprend, plus on se rend compte finalement du gouffre de connaissances qu'on a. Et donc je me suis dit, il y a plein de gens qui m'ont regardé avec beaucoup d'empathie. Et donc c'est pour ça, in fine, comprendre les biais cognitifs, c'est réavoir de l'empathie avec soi-même, avec ses propres erreurs, ses propres jugements, mais aussi avoir de l'empathie envers les autres, et de se dire que chacun est, finalement, tout à l'heure je disais la bonne personne au bon endroit au bon moment, mais c'est aussi une personne sur un parcours à un temps donné. Et ça, la notion du temps, je pense, nous aide aussi beaucoup à se dire, aujourd'hui je suis ça, demain je serai peut-être pas ça en fait, et tout va bien. Ouais. Et c'est vrai que le monde dans lequel on évolue nous aide, quelque part nous aide à être comme ça, mais c'est aussi une clé. C'est-à-dire que pour évoluer en incertitude dans laquelle on est, il est très important de vivre, comme on le dit souvent, au jour le jour, mais aussi d'accepter là où on est aujourd'hui, sans stresser sur là où on sera demain, et d'apprendre tous les jours, et d'avoir une forme d'humilité aussi par rapport à ça. Et on a une notion en France, tu vois, socio-culturelle du temps qui est très figée, parce que c'est comme ça aujourd'hui, ça sera comme ça demain. Moi, je viens d'un système éducatif où on me disait qu'il fallait faire des maths, tu sais, pour être dans des bonnes écoles, etc., faire des maths. Et du coup, on balayait un peu tous nos autres talents. Par exemple, le fait de savoir écrire, parce que j'étais dans un lycée scientifique, on s'en foutait que je sache écrire, tu vois. Le fait de savoir, je sais pas, dessiner, faire de la musique. En fait, globalement, tout ça, c'était relégué un peu au passe-temps. C'était accessoire. C'était accessoire. Mais la réalité, qu'est-ce qui nous dit que demain, savoir dessiner, savoir écrire, ça n'a pas plus de valeur en fait. Et moi, j'ai mis du temps à déconstruire ma casquette scientifique en me disant, mais non, mon talent, il est plus dans l'écriture en fait, que dans le fait de savoir faire des molécules. Mais ça me parle beaucoup parce que j'ai une de mes filles, ma deuxième fille, qui est très qui est très bonne dans les matières scientifiques. Et récemment, on nous a dit, il faut la mettre dans un lycée scientifique. Et j'ai dit non. Parce qu'en fait, ça veut pas dire qu'elle fera une carrière scientifique, j'en sais rien. Exactement. Donc je veux qu'elle continue à développer tout. Ouais. Et le reste la challenge plus, mais elle le développe parce que, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'on a encore ce... ah mais c'est super, il faut des femmes scientifiques. Oui, je serais ravie, mais ne lui collez pas ça sur la tête, en fait. Je ne sais pas qui elle sera et ce qu'elle fera. Et puis peut-être qu'elle fera différentes choses. Et moi, c'est vrai qu'en seconde, tu vois, je me rappelle, je sais pas pourquoi, en seconde, j'étais bonne. J'avais eu 16 dans toutes les matières. Et du coup, quand t'étais bon dans toutes les matières, il n'y avait pas de questions à se poser dans mon lycée. C'est-à-dire, t'allais faire des maths. Bah oui, parce qu'à notre époque, c'était la filière... oui, mais ça n'a pas beaucoup changé. Alors, ça n'a pas beaucoup changé, mais le pire là-dedans, c'est que... trouble de l'attention, forcément, les chiffres, je les emmêle. Je t'écris forcément des chiffres qui sont différents. Donc, autant dans l'écriture, je vais te mettre des lettres parfois dans un ordre différent. Mais du coup, j'étais en douleur, en fait, finalement, avoir fait des maths. Ouais. C'est aussi ça, mais tout ça, on le comprenait pas à l'époque, on n'en parlait pas. Puis, moi, je suis plutôt résiliente de nature, je l'avais même pas exprimé, tout ça. Et donc on voit bien que le sujet de l'authenticité, ça commence par soi. Exactement. À la fois par soi dans la connaissance de soi, à la fois par soi en l'exprimant pour laisser la place aux autres pour l'exprimer. Et c'est quelque chose qui se transmet en fait, en miroir. Et dans une société aussi où on est de plus en plus empathique en fait, où on arrête de juger l'autre parce que il est comme ça ou comme tu vois, comme ci ou comme ça. On a encore des progrès à faire. Mais oui, on avance. Mais c'est un sujet personnel, c'est un sujet pour chacun sur lequel on progresse toujours. Bien sûr. Et je te dis, moi, j'avais beaucoup de jugements. Oui, donc aller vers plus d'authenticité, c'est aussi faire attention à ses propres jugements. Exactement. Parce que d'ailleurs, quand on juge les autres, on se juge soi-même, 9 fois sur 10. Exactement. Donc aussi être très attentif à la façon dont on juge et dont on regarde. Exactement. Et Catherine, est-ce qu'on peut revenir au pourquoi est-ce que c'est essentiel aujourd'hui, l'authenticité, notamment dans le leadership ? En fait, c'est essentiel parce que c'est ça aussi qui fait qu'on a confiance en la personne. Aujourd'hui, on sort d'une ère, tu vois, où c'était des communications qui étaient dans les journaux, on disait que ton
qui essayaient d'exprimer ce qu'était leur entreprise à travers des communiqués de presse. Et aujourd'hui, c'est plus suffisant parce que, in fine, avec tous nos petits téléphones, on est tous des médias à nous tout seuls. Et cette forme d'authenticité où on va incarner qui on est, c'est ça qui va donner confiance aux autres dans le fait de nous écouter déjà, ou de nous écouter, nous questionner, sans injonction à faire quelque chose. Mais derrière, pourquoi est-ce qu'il y en a besoin ? C'est parce que on est dans une société où on manque de tiers de confiance. C'est-à-dire que, tu vois, autrefois, on avait... dans des structures sociales, on avait le maire du village, le prêtre, l'instituteur, le médecin ou le sage du village qui venait nous dire « T'en fais pas, c'est la vie, ça va bien se passer ». Et là, aujourd'hui, on a perdu ces tiers de confiance. Et du coup, nous, en fait, en tant qu'humains, on a besoin d'avoir des figures charismatiques et on va beaucoup plus donner notre confiance à quelqu'un qui va venir exprimer qui il est dans son entièreté qu'à une sorte de papier glacé qui va te dire, tu vois, d'un truc écrit par un communicant où ça se sent, en fait. La confiance, l'authenticité, ça permet la confiance et ça permet de vibrer un peu cette même énergie et ça permet de fédérer et on a besoin aujourd'hui de leaders charismatiques pour avoir peut-être une vision de vers quoi on va. Donc l'authenticité est aussi une des clés pour dégager son charisme quelque part. Exactement. Est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle c'est essentiel ? Alors c'est essentiel aussi parce que ça nous permet de nous décharger. C'est-à-dire que les managers aujourd'hui, on le voit, depuis déjà plusieurs années, mais encore plus aujourd'hui, on attend de plus en plus d'eux qui fassent le bonheur de leurs collaborateurs. Ils ont une vraie charge mentale parce qu'ils sont un peu coincés parfois entre un N+1 et des N-1. Et finalement, exprimer son authenticité en disant « Mais attendez, moi je ne suis que manager en fait. » Alors c'est bien, c'est un poste, mais qui est finalement complémentaire au vôtre et qui va permettre de dire j'ai pas toutes les clés en main, on va les co-construire. Ça a été démontré d'ailleurs pour ceux qui ont lu peut-être le livre Super Collectif d'Émile Servan-Schreiber. Aujourd'hui, on peut mesurer le QI d'un groupe. Le QI d'un groupe, il est toujours supérieur en fonction à la personne la plus intelligente du groupe. On va pas rentrer dans les histoires d'intelligence parce qu'il y a beaucoup plus de types d'intelligence, voilà. Mais le groupe, il est d'autant plus intelligent que les gens viennent de cultures différentes, ont des passions différentes, se sentent différents. Et finalement, si le manager vient exprimer son authenticité en disant j'ai pas toutes les clés, par contre ensemble on va pouvoir co-construire, déjà ça permet de réenorgueillir le collaborateur qui se dit moi je me sentais un peu différent parce que je sais pas, je suis le scientifique alors que tous les autres sont littéraires ou à l'inverse. Il va avoir envie de donner son idée en fait, parce que demain si on veut construire l'entreprise de demain, voilà le sujet notamment de ce podcast, il va falloir que tous ceux qui ont une bonne idée lèvent la main. On a besoin de tout le monde, on a besoin de toutes les intelligences comme tu évoquais. Et il faut que les gens aient envie de lever la main, donc tu as envie de lever la main pour donner ton idée si tu as confiance déjà dans ton entreprise, mais aussi dans ton manager, si ça résonne et si tu te sens utile, parce que le nombre d'idées qui sont tues parce que déficit de confiance du collaborateur ou déficit de confiance dans le manager. Donc in fine, pour moi, l'authenticité, c'est vraiment au cœur de la construction, notamment de l'entreprise de demain. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.